je ne laisserai personne, vous m'entendez bien, personne, remettre en cause l'honneur des hommes qui, depuis les services de renseignement jusqu'aux policiers du RAID, en passant par toutes les forces armées, ont mis fin au risque de leur vie à la trajectoire sanglante d'un terroriste monstrueux. Quand à Toulouse ou à Montauban, un assassin désaxé, dont on apprend après qu'il était repéré par tous les services, alors la République a des questions à se poser. Combien de Mohamed Merah dans les 300 clandestins qui chaque jour arrivent en Grèce via la Turquie, première étape de leur odyssée européenne? Mes amis, mes camarades, placez-la derrière moi, placez-la derrière moi, loin derrière, loin derrière. Le président a dit trivialement qu'il vous trouvait nul. Ça en dit long sur son auteur. Je n'en dirai pas plus. C'est pas grave. Nous, ce que nous disons dans cette campagne, c'est qu'il n'y a pas de sauveur suprême pour les travailleurs. Voilà, aucun sauveur suprême. Et ce matin, quand je me suis levé très tôt, dans mon petit appartement du 20e arrondissement, j'ai vu 2 hommes qui cherchaient dans les poubelles. Eh bien, quand une société est comme ça, le sommeil de la raison engendre des monstres. Et les monstres sont apparus. Voilà, après ces instantanés de la semaine, autre candidat sur le plateau de France 2012, Eva Joly. Merci d'être avec nous. Vous êtes la candidate d'Europe Écologie Les Verts. Vous regardiez ces quelques réactions. Bien évidemment, la semaine a été marquée par la tragédie de Toulouse. On apprend que le père de Mohamed Merah veut porter plainte. Vous êtes magistrat. Vous pouvez comprendre une telle démarche qualifiée de honteuse déjà par un certain nombre d'autres personnalités politiques? Je voudrais d'abord dire que ces assassinats sont les pires crimes racistes, antisémites que la France ait connus depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils sont monstrueux. Ensuite, cela n'empêche pas de regarder ce qui s'est passé. Et lorsque l'on sait que le RAID, depuis sa création, a fait une 60aine d'interventions, qu'il n'y a jamais eu de mort, et qu'à Toulouse, il n'y avait pas d'otages, que Merah était localisé et seul dans son appartement, on peut dire aussi que le président de la République et les ministres de l'Intérieur ont pris des risques en donnant l'impression que c'était eux qui dirigeaient les opérations et non pas le magistrat en charge de l'enquête. Il y a eu là un dysfonctionnement. Cela ne veut pas dire que... et je veux aussi dire que j'ai énormément de respect pour les hommes du RAID, que j'ai eu à Évry, à la fin des années 80, un prise d'otage à Évry à gérer avec eux. Ils sont intervenus. Et ils sont intervenus. Et j'ai une admiration, et je peux vous dire le soulagement, donc, c'est pas eux que vous mettez en cause. Le soulagement qui était le mien lorsqu'ils sont arrivés, j'ai pu admirer leur professionnalisme total. Et donc, je veux rendre hommage à leur professionnalité. Ce n'est pas eux qui sont en cause. Ce sont les politiques, ceux qui leur ont donné les ordres. Ce sont les politiques qui sont intervenus à tort dans cette procédure et ont perturbé le déroulement des opérations. Et là, il est normal qu'on puisse poser des questions. Sur ce dépôt de plainte du père de Mohamed Merah, vous comprenez d'un mot, il y a de l'indécence, comme le disent certains. C'est sûr que c'est choquant alors qu'il vient de tuer cette personne et donc dans des crimes monstrueux. C'est vrai que nous ne sommes pas prêts à entendre qu'il y a une plainte contre les policiers. Nous ne sommes pas prêts à l'entendre, mais c'est son droit de déposer plainte. Cette plainte sera instruite comme les autres. Mais c'est surtout au juge antiterroriste en charge de l'affaire Mohamed Merah et de Abdelkader Merah
de le dire. Alors, nous recevons aujourd'hui la candidate d'Europe Écologie Les Verts. Les sondages succèdent jour après jour, aux alentours de 2%. Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre campagne? Est-ce la façon dont vous menez cette campagne? Est-ce que tout simplement l'écologie a disparu des écrans radars, on pourrait dire, des Français? Qu'est-ce qui cloche? Vous savez, si l'écologie a disparu des radars, derrière les petites phrases et derrière l'écume des jours, l'écologie se charge de se rappeler aux souvenirs des citoyens. Le pic de pollution que nous connaissons aujourd'hui en France, c'est une question de santé publique et rien n'est fait pour lutter contre. Vous savez qu'il y a une surmortalité par les particules fines de plus de 40 000 personnes par an en France. Et à l'étranger, à Mexico par exemple, c'est encore beaucoup plus terrible. Donc c'est un sujet qu'on ne traite pas. Le réchauffement climatique se rappelle à tous les Français de l'étranger, à ceux qui habitent en Afrique. Ils voient bien le changement climatique et l'effet délétère sur l'agriculture paysanne en Afrique. Néanmoins, lorsqu'on demande aux Français sur quels critères ils vont se décider... La conclusion de ça, c'est que de certaines façons, les Français ont tort de ne pas comprendre que l'écologie, c'est aussi leur santé. Ils ont peut-être tort, madame, mais en tout cas, ce n'est pas un critère sur lequel ils vont se déterminer pour aller voter. Mais ça dépend aussi comment le sondage est fait. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment fait ressortir dans ce sondage que l'écologie concerne la santé des enfants aujourd'hui dans les écoles? Je pense que les réponses auraient été différentes. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de découvrir votre formation politique et on va voir qu'il y a comme une tradition, parfois un petit peu de tension ou d'interrogation à l'intérieur de cette fameuse famille des Verts en France. Tu renonces? N'insistez pas. J'irai jusqu'au bout. Vous voudriez qu'Eva Joly renonce? Non, on comprend parfaitement qu'elle continue. Renoncer à faire 2% à la présidentielle, c'est un choix difficile. À la cruauté des guignols de l'info. Mais le fait est là, Eva Joly ne décolle pas dans les intentions de vote. Une fois de plus, les élections présidentielles tournent à la déconfiture pour les écologistes. Dans 15 ans, que répondrez-vous à vos enfants quand ils vous demanderont « Tu savais ? Tu n'as rien fait ?» Ça, c'était le clip de campagne de Dominique Voynet en 2007. Résultat, 1,57% des voix dans un scrutin dominé par le duo Sarkozy-Royal. Et ce sondage d'après-élection, 48% des sondés jugent que l'écologie politique est morte. Mais c'était sans compter avec les européennes 2 ans après. Plus de 16% des voix inespérées. Les écolos, au coude à coude avec le PS, se reprennent à y croire. Cette journée aujourd'hui peut être un grand moment pour l'écologie politique si nous savons faire, si nous savons continuer dans la dynamique de ce rassemblement. Mais voilà, malgré leur fusion, Verts et Europe Écologie sont à nouveau divisés. Personnalité de la candidate, accord avec les socialistes, tout fait débat, tout fait discorde. Principaux écueils des Verts français, leur difficulté à rester unis et à accepter un meneur incontesté, ce qui les handicape pour la présidentielle. A contrario, ils tirent leur épingle du jeu dans les scrutins locaux et européens, où ils bénéficient de la puissance de tir de leurs voisins. En Allemagne, par exemple, bien installés au cœur du pouvoir, les Verts ont eu jusqu'à 3 ministres d'un coup. En Italie, les écologistes renforcent régulièrement les coalitions au pouvoir, comme celle du social-démocrate Romano Prodi. Même chose en Islande, où Verts et Gauche sont associés depuis 13 ans. Alors, que vont faire les écolos français après 2012 ? Pour l'heure, un seul mot d'ordre, soutenir coûte que coûte Eva Joly en attendant de voir. Il y a quand même une solide tradition des écologistes français à s'aborder, à fragiliser leurs candidats. Il n'y a pas une union autour de ce candidat. Mais vous savez que Europe Écologie Les Verts, c'est aussi un parti d'individus et de personnes très libres qui font les analyses, je dirais de temps en temps, qui ne leur passent pas la tête. Ça vous énerve pas parfois quand même ces critiques? On vient de voir les guignols de l'information qui vous brocardent un peu. Mais c'est très drôle, les guignols de l'information, c'est très drôle. Donc ça vous amuse et ça ne vous énerve pas? Les guignols ne m'énervent pas. Je trouve que je suis très fière d'avoir un personnage au guignol. Je pense que ça, c'est bon pour la notoriété. D'accord. Et pour mais la lorsque campagne, certains de vos amis vous encouragent à ne pas aller jusqu'au bout? C'est des voix très minoritaires. Bon. Vous savez, vous ne filmez pas
tous les secrétaires régionaux, tous les militants pour qui ma campagne est importante et pour qui je suis importante. Vous ne filmez que les voix discordantes et ils sont beaucoup moins nombreuses que ce que vous laissez entendre. Alors, nous allons, et c'est le principe de cette émission, vous le savez, nous sommes le plateau de France 2012 ouvert sur le monde et en liaison avec nos amis de l'agence France Presse, eh bien, nous allons partir à Copenhague, retrouver Élise Grandjean, donc, qui est en direct avec nous du Danemark. Bonjour Élise, vous êtes sur ce plateau. Est-ce que la proposition écologiste existe au Danemark? Est-ce qu'elle elle participe à la vie politique? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? La proposition écologique au Danemark est une priorité dans la vie politique. Le Danemark, qui tient actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a même fait de la croissance verte une de ses priorités. Ceci dit, elle n'est pas spécialement attachée à un parti écologique. Elle est portée par l'ensemble de la coalition du gouvernement de centre-gauche. Et est-ce que vous suivez le déroulement de cette élection à un mois de l'élection française? C'est un thème qu'on retrouve dans les médias danois? Absolument. Alors évidemment, on s'intéresse surtout beaucoup au candidat Nicolas Sarkozy, mais le Danemark est un pays très francophile et la campagne est bien sûr suivie et Eva Joly, de par ses origines norvégiennes, a eu droit à de nombreux portraits dans les médias danois. Alors justement, depuis ce bureau de l'AFP à Copenhague, quelles seraient là où les questions que vous aimeriez poser à presque une voisine, puisque effectivement Eva Joly est née en Norvège, par rapport à son programme, à son action? Alors je me demandais, Madame Joly, la Scandinavie est souvent citée en exemple dans les pays du Sud, tant pour sa vigueur économique que pour ses priorités écologiques et son faible taux de corruption. Pour vous, dans quel domaine particulier devrait inspirer, la France devrait-elle s'inspirer en matière d'environnement? Quelles mesures spécifiques scandinaves vous souhaiteriez voir adaptées en France? Est-ce qu'il y a un modèle que vous aimeriez importer? Je dirais que ce qui est remarquable dans les pays scandinaves, c'est la concertation préalable à la prise de décision. Ça, c'est très important. C'est également une société très protectrice de ses citoyens. Et ça aussi, c'est un modèle à importer. Ils sont bien protégés, leur modèle social, avec des allocations de bon niveau en cas de chômage, par exemple. Donc, et aussi, c'est des initiatives citoyennes. C'est une démocratie très vivante où les citoyens prennent leur destin en main. Et à Copenhague, il y a notamment au large de Copenhague un chantier d'éoliennes, je dirais citoyen, avec un financement partagé citoyen. Et cela est un modèle pour moi. Élise, peut-être un dernier mot avant de nous quitter? Oui, j'aurais voulu savoir, la France est beaucoup dans l'autocritique et j'aurais voulu savoir si pour vous, il y avait des spécificités de la société française qui devraient être un exemple, au contraire, pour les voisins européens de la France. Alors, effectivement, la France vue d'ailleurs, quelles sont les qualités qui pourraient être exportées? Alors, la France, c'est le pays de l'excellence. Et c'est aussi le pays où l'art est important, où la culture est importante. On en parle peu dans cette campagne. On en parle très peu. Chez les écologistes, pour nous, nous savons que le ciment de notre société, c'est les émotions partagées, c'est ça qui fait sens. Et je pense que ça, notre modèle pour maintenir le spectacle vivant est quelque chose que nous pourrions peut-être aussi exporter. Alors nous allons remercier Élise et nous allons poursuivre avec l'exemple d'un autre pays où vous êtes rendu. C'est un point important de la campagne sur l'énergie nucléaire. Il s'agit du Japon, puisqu'il y a un peu plus d'un an, c'était naturellement la catastrophe de Fukushima qui relançait le débat. Peut-être a-t-on l'impression que cette problématique est un peu retombée, en tout cas en France. Retournons sur place. Le marché du nucléaire était qualifié à haut potentiel. 30 pays dans le monde ont opté pour ce type d'énergie. En tête, les États-Unis avec 104 réacteurs, suivis de la France, du Japon, de la Russie et de la Corée du Sud. 439 réacteurs nucléaires sur la planète, mais surtout 60 en construction et 150 planifiés. Mais c'était avant ça. 5 jours après les explosions à Fukushima, le marché du nucléaire perdait 70 milliards de dollars de capitalisation boursière. Plusieurs pays ont annoncé des moratoires sur la construction de nouvelles centrales. La confiance dans le nucléaire a été fortement entamée.
Après l'accident de 3 Mile Island en 1979, les Américains ont stoppé toute construction de nouveaux réacteurs. Il y en a aujourd'hui 104 dans le pays, il y aurait dû en avoir le double. Après Tchernobyl, c'est l'Europe qui a abandonné de nombreux projets. Après Fukushima, tous les yeux se tournent désormais vers la Chine. 27 centrales y sont actuellement en construction, soit presque la moitié des chantiers dans le monde. La Chine qui en a aussi déjà planifié 50 autres. Des enjeux énormes à l'image de la consommation d'électricité dans le monde. Isana Takino, journaliste japonaise qui travaille à Courrier International, est avec nous. On vient de voir naturellement le rappel de la tragédie dans votre pays. Quel est le regard que l'on porte sur cette énergie nucléaire? Pratiquement, je crois qu'il reste un seul réacteur. Il y a un abandon, on tourne la page, on a tourné la page? Non, on ne tourne pas la page, étant donné que le gouvernement japonais n'est pas prêt à sortir du nucléaire. On envisage de redémarrer les centrales. Donc c'est une question qui est au cœur aujourd'hui de la scène politique japonaise. Est-ce qu'il existe une offre politique analogue à celle d'Europe Écologie Les Verts au Japon, une offre politique structurée autour de l'environnement, un parti politique? Il n'y a pas justement de parti politique écologiste, il n'y a pas de parti vert au Japon, ce qui fait que la visite de Mme Joly à Fukushima après la catastrophe a été accueillie comme un encouragement pour les écologistes japonais. Voilà. En effet, vous étiez allé sur place. Alors, quelles sont les questions que vous aimeriez, avec donc le regard depuis l'archipel du Japon, poser à Eva Joly? La première question que je voudrais vous poser serait la suivante. Comment expliquez-vous que vos propositions et votre campagne aient aussi peu d'écho en France, alors même qu'une catastrophe majeure s'est produite dans un pays industrialisé comme le Japon il y a un an? Comme si on avait déjà tourné la page, comme si c'était déjà loin. Vous savez, la réponse à cela, c'est très compliqué. Ça serait simple de dire que c'est parce que je suis très très mauvaise. C'est évidemment une hypothèse. Je pense que l'hypothèse la plus probable, la plus vraie, c'est que nous ne voulons pas voir, et c'est une explication en réalité psychoanalytique de masse. Nous ne souhaitons pas comprendre ce que Fukushima veut dire, parce qu'au fond de nous, nous avons les rêves de l'énergie facile, de la vie facile, de pouvoir continuer comme avant. Tout changement est anxiogène. Et devoir comprendre Fukushima, ça veut dire clairement qu'il va falloir sortir du nucléaire, trouver des énergies renouvelables, modifier nos habitudes. Et c'est tellement plus facile de dire cela ne peut pas arriver ici parce qu'il n'y a pas de tremblement de terre comparable, etc. Est-ce que vous pensez que le Parti socialiste va encore vous suivre s'il arrive aux affaires après le score que vous réalisez? Ou au fond, ça sera une priorité, une promesse un peu atténuée? Je pense que le Parti socialiste a besoin de nous pour gouverner le pays même dans une période. Mais vous savez, il ne faut pas s'aveugler sur le pourcentage. Il y a beaucoup d'explications à cela. Et tous les politologues vous le diront. Ça ne reflète pas l'importance de la question dans l'opinion en réalité. Et ça ne reflète pas l'importance du courant dans l'opinion. Nos idées seront majoritaires un jour. C'est une question de temps. Autre question. Deuxième question, donc, ce serait le risque zéro n'existe pas comme vous dites vous-même. Et nous le savons dans le nucléaire, n'est-ce pas? Nous le savons. Et quelles sont les mesures concrètes que vous préconiserez, que vous exigerez en tant qu'opposition ou en tant que candidate dans un cas où Fukushima se produit en France? C'est pas dans 20 ans, c'est demain, après-demain. Quelles sont les mesures concrètes pour assurer non seulement la transparence, mais aussi la sécurité des habitants qui se trouvent aux alentours des réacteurs? Il faut bien voir ce que cela veut dire, parce que Fukushima est à 250 km au nord de Tokyo et concerne un territoire de 25 000 km², c'est-à-dire 3 fois la surface de la Corse. Donc si l'accident survient en vallée du Rhône, par exemple, cela veut dire, avec le vent dominant, que les particules radioactives vont aller jusqu'à Marseille, qu'ils vont concerner une surface, une partie de notre territoire. Donc là, je prends l'exemple du Rhône, mais ça veut donc dire prendre des mesures pour 1 million de personnes ou 1,5 million de personnes. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous sachions évacuer réellement 1 million de personnes. C'est comme si
Fukushima, les nuages étaient dirigés vers Tokyo, 30 millions d'habitants. Est-ce qu'on aurait su? Oui. Je veux dire, cette question, c'est justement, moi, mon ambition, c'est de tout faire pour que cela n'arrive pas. Oui, et pour que cela n'arrive pas. En attendant une sortie du nucléaire, donc vous proposez par exemple la sortie d'ici 20 ans, en attendant, les réacteurs sont déjà sur le territoire français. Et donc le risque zéro n'existe pas. Donc il y a nous fermons les réacteurs les plus dangereux et les plus vieilles. Nous procédons aux mises en normes des autres Fukushima. Pour ça, nous avons besoin d'un peu de temps. Nous respectons les indications de l'autorité de sûreté nucléaire, mais l'ambition est de les fermer le plus rapidement possible. C'est-à-dire en combien de temps? Pour échapper, 20 ans, c'est un maximum. Si nous pouvons aller plus vite, nous irons plus vite. Et c'est aussi parce que nous avons compris le coût d'un accident Fukushima en France, qui est la moitié de notre PIB. C'est-à-dire, je parle de 1000 milliards. Et du coup, tous les autres calculs, tous les problèmes de calcul du prix de l'énergie, par exemple, c'est négligeable à côté. Merci Diana Zakino d'avoir apporté cet éclairage. Tiens, on va prendre une question d'un de nos internautes ou téléspectateurs, Sébastien, qui vient en Roumanie, qui vous demande justement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des centrales nucléaires qui soient moins dangereuses? À votre avis? Oui, la question, je crois que j'entends. Pardon. Vous la voyez ici sur l'écran. On ne peut pas imaginer des centrales nucléaires moins dangereuses. Les centrales japonaises avaient double confinement. Ils étaient construites selon des modèles antisismiques et on a bien vu que la réalité dépassait les prévisions. Et on n'est jamais à l'abri de ça. On peut toujours avoir des vagues qui sont plus hautes que les barrières conçues. On a frôlé l'accident en Bléais, en Gironde, en 1999. Donc, il n'y a pas de nucléaire sûr. Il faut prendre la décision politique d'en sortir dans les meilleures conditions possibles et je dirais à effectif constant. Il n'y aurait pas de plan de licenciement massif dans le nucléaire. Alors, on va aller voir sur la toile, sur Internet, quels sont les autres éclairages autour de cette campagne et vous y répondrez. Reza Poudevatchi sur le plateau de France 2012. Qu'avez-vous trouvé, qu'avez-vous vu cette semaine qui puisse amener Eva Joly à réagir? Alors on a fait une revue de presse spéciale Afrique cette semaine, notamment pour vous, Madame Joly, puisqu'on ne vous entend pas souvent sur ce sujet-là. Alors vous n'ignorez pas, Philippe, que nous recevons de très nombreux messages de la part de téléspectateurs du continent africain. Une Afrique francophone et même anglophone qui suit assidûment cette campagne. Alors on commence par l'incontournable Jeune Afrique. Jeune Afrique dont le site internet consacre chaque semaine le point de vue d'un pays sur la campagne. Alors ça va de l'Algérie qui a célébré les 50 ans de la signature des accords d'Évian, qui dénonce des dérives droitières de l'UMP. Ça va aussi de la République démocratique du Congo, de la Guinée ou encore la Côte d'Ivoire. Alors en Côte d'Ivoire, ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux camps qui s'opposent, les pro-Sarkozy et les anti-Sarkozy. Et les pro-Sarkozy, sont souvent des pro-Ouattara, exactement, et les anti-Sarkozy sont proches de Laurent Gbagbo, l'ancien chef d'État, exactement. Alors, autre pays qui est susceptible de vous intéresser, c'est le Niger, à Niamey. Le président s'appelle Mahamadou Issoufou, il est socialiste, et il soutient forcément François Hollande. Alors, il a un souhait, en cas de victoire de François Hollande, il aimerait qu'il n'y ait pas de remise en cause du nucléaire, puisque forcément, au Niger, il y a de l'uranium, et on en vend à Areva. Alors, c'est quoi votre réaction par rapport à ça ? Ma position sur le nucléaire est connue. Moi, je suis pour la sortie du nucléaire et entre autres pour les dégâts que cela occasionne au Niger, où la population qui vit sur les sites d'exploration perd leurs ressources en eau, par exemple. Ça perturbe la vie des Touaregs et ça crée le mouvement Al-Qaïda au Maghreb. Donc, raison de plus pour fermer les centrales nucléaires, c'est justement tous les dégâts de la mine d'uranium sur place. Parce que cela contamine les nappes phréatiques et rend les terrains inhabitables et inexploitables. Alors, autre pays et autre site internet, Cameroun Voice, le site internet de la fameuse radio Cameroun Voice. Oui. Alors, on a trouvé un blog assez intéressant qui s'appelle tout simplement « Pourquoi Nicolas Sarkozy ne doit pas être réélu ». C'est un blog qui est assez véhément et il explique C'est militant. Hein. Oui, assez militant pour le coup. Il explique cela en deux raisons. D'une part, il y a une politique franco-africaine qui est dénoncée sous la coupe de milieux affairistes. Et puis, il y a un mépris
à l'intérieur du territoire français, un mépris vis-à-vis des populations immigrées. Alors l'auteur du blog préfère notamment François Hollande, qui qualifie avec respect de bourgeois épris de justice, d'énarques généreux, qui, étant donné qu'il ne connaît pas l'Afrique, ne sera pas l'otage des réseaux de la France-Afrique. Et vous, dans tout ça ? Je suis très triste que vous n'avez pas trouvé des blogs qui diraient que ça serait bon pour l'Afrique que je sois la présidente. Malheureusement, je ne vous ai pas vu. Je suis désolé. Voilà, c'est ça. Parce que bon, ça fait genre 15 ans que je lutte contre la France-Afrique. Ça fait 10 ans que je lutte pour un développement nord-sud plus juste, que je lutte contre la prédation par les multinationales des ressources africaines et que je lutte au sein de l'Union européenne pour augmenter l'aide aux pays en voie de développement et notamment l'aide pour lutter contre le changement climatique. Et ça, aucun autre candidat ne le porte comme moi je le porte. Et je suis désolée de voir que vous n'avez pas trouvé de blog en ce sens. Il va chercher. Mais lorsqu'un président en France est élu, il promet toujours un changement de la France-Afrique. C'est arrivé il y a 5 ans. Oui. Vous pensez que c'est une fatalité des rapports un peu incestueux entre le continent noir et la France ? Bien sûr que non. Ce n'est pas du tout une fatalité. On peut parfaitement avoir une véritable coopération avec les pays africains en vue du développement, partager des projets. Et s'il y a la France-Afrique, c'est que c'est une autre forme de colonialisme qui est basée sur la corruption, qui est basée sur le fait qu'en corrompant des leaders africains qui sont sensibles à la corruption, on a des contrats avantageux pour nous. Et c'est ça la malédiction aussi de l'Afrique. Et c'est aussi pour ça que le développement ne part pas. En tout cas, le message est lancé aux médias africains. Dernière une, le mensuel Afrique Magazine, qui, vous le voyez, a mis en couverture François Hollande, avec une interview exclusive qui répète, comme vous, mais avec un peu plus de nuance et de consensus, votre propos. Il demande à rénover en profondeur les relations avec l'Afrique. Oui, nuance et consensus. Vous lui faites confiance ? Nuance et consensus. Oui, c'est des valeurs importantes. Mais en ce qui concerne les rapports entre la France et l'Afrique, nous avons des connaissances qui font que nous savons que c'est un changement radical. Et c'est surtout aussi la promesse que nous avons faite à Copenhague d'aider les pays africains à lutter contre le changement climatique que nous ne tenons pas. Et ça, vraiment, c'est une des promesses importantes qui figure dans mon programme. C'est que moi, je suis la garante que l'aide au développement passera réellement à 0,7% de notre PIB. Merci Reza Abdou-Nevachi pour ce regard sur la toile. Peut-être encore quelques questions. Vous savez, donc nous sommes en diffusion mondiale dans cette émission. Comment est-ce que vous voyez la France dans le monde ? Pour vous, quel type de puissance est-elle ? C'est une grande puissance ? C'est une puissance moyenne ? Comment vous la voyez avec ce recul ? Même si je précise que vous vivez depuis 50 ans pratiquement en France. C'est ça, je suis vraiment française. Je pense que la France, elle rayonne dans le monde. Nous rayonnons dans le monde par notre culture, par notre langue. Et cela sont des valeurs très fortes. Je pense aussi que nous sommes figés dans le monde d'après la guerre, dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale et au moment de la guerre froide, et que nous imaginons que c'est le droit de veto de la France et notre force de dissuasion qui fait la grandeur de la France. Et moi, je pense que ça, c'est erroné. Le monde a changé. Il est urgent de réformer les institutions internationales. Il est important que tous les pays qui ont droit de veto renoncent à leur droit de veto et qu'au Conseil de sécurité... Y compris la France. Bien sûr, et que nous passons aux décisions majoritaires, que nous admettons d'autres membres, de nouveaux membres. On ne peut pas figer le monde en 1945. Également, la dissuasion est une arme de la guerre froide. La dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire. Et nous devons François engager... Hollande n'est pas pour la supprimer, vous le savez. Moi, là, je parle de moi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, je parle que sur un certain nombre de sujets, je suis plus clairvoyante qu'eux. Et donc, l'existence de l'arme de dissuasion a un énorme coût pour nous et ne participe pas à la grandeur de la France, contrairement à ce qu'on croit. Et on se grandirait en engageant des négociations, des désarmements multilatéral qui œuvrerait pour rendre un monde sans armes nucléaires. Encore un mot, vous allez poursuivre la campagne. Nous lisons, où on dit que vous manquez cruellement d'argent pour cette campagne. C'est peut-être lié à la situation électorale ?
C'est lié à quoi? Vous pensez que ça c'est très pertinent comme remarque? Je ne sais pas, madame. Je vous demande si vous avez les moyens de faire la campagne que vous voulez au plan financier. Je voulais justement dire quelque chose. Moi, je fais une campagne très économe avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire 1,7 million d'euros, c'est-à-dire un tiers du montant d'une seule réunion de Nicolas Sarkozy. Mes comptes à moi sont totalement transparents. Ils sont sur le net. Vous pouvez aller voir ce que je dépense. Vous ne trouverez pas une seule facture de coiffure, de maquillage, d'habits, rien. Je reçois des dons par 5 € et 10 € par des militants, souvent des militants qui ont le RMI. Et je fais très attention. Et je suis scandalisée que dans notre pays, on peut obtenir des financements illicites de ces campagnes, qu'il y a des constatations précises et concordantes, comme quoi la campagne de Nicolas Sarkozy était financée illicitement par Mme Bettencourt et par d'autres sources, et qu'il n'y a pas d'enquête ouverte. Et ça, c'est quelque chose qui atteint gravement et la réputation de la France dans le monde et la transparence de notre démocratie et les valeurs démocratiques. Donc moi, j'affirme haut et fort les valeurs de notre République et je fais la campagne avec les moyens que j'ai et dont je justifie. Et chacun peut contrôler. Merci madame, merci d'être venue sur le plateau de France 2012. Nous allons poursuivre avec un autre candidat. Avant cela, et on l'a bien constaté, c'est un marathon pour chacun de celles et de ceux qui veulent concourir pour l'élection présidentielle. Il faut être en forme. Alors, petite galerie de portraits autour de cette priorité de rester donc en bonne forme. Merci madame.